C'est le livre de Losurdo, Contre-histoire du libéralisme. J'ai plusieurs contre-histoires du libéralisme, celle-là est remarquable. Losurdo, c'est un Italien, qui s'interroge sur mais qu'est-ce que c'est que cette idéologie libérale? Qu'est-ce que ça veut dire, le libéralisme? Qui sont les penseurs libéraux? Voilà. Qui sont les têtes pensantes, les gens qui ont imaginé le libéralisme, et puis qui sont ces symboles, ces icônes, ces meilleurs représentants? Et comment vivaient-ils? Qui étaient ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous étaient esclavagistes. Tous. Libéraux pour eux, esclavagistes pour les autres. Tous des négriers. Calhoun, par exemple, un Américain, 19e siècle. John Locke. Alors moi, j'ai beaucoup lu de Locke. Et il y a des passages, vraiment des passages, des références de défense de la liberté. Tu lis Locke, tu dis, c'est des très beaux discours pour la liberté, contre le despotisme, contre l'absolutisme, pour la liberté. Locke était esclavagiste. Il a écrit une constitution esclavagiste. Locke, en personne, contribue en Caroline, un État américain, à la mise en forme juridique de cette institution de l'esclavage. Il participe à la rédaction de la règle constitutionnelle selon laquelle tout citoyen libre de la Caroline exerce un pouvoir et une autorité sans limite sur ses esclaves noirs, quelles que soient les opinions de ceux-ci ou de leur religion. L'esclavage, puis alors, on a le détail après, on a le détail de la vie de ces esclavages. Alors, donc il y a Locke, il y a Washington, esclavagiste, Hutcheson, esclavagiste, il y a Grotius, esclavagiste, Grotius en Hollande, avec un enrichissement des pays esclavagistes en question, des pays libéraux. La Hollande d'abord, l'Angleterre ensuite, les États-Unis ensuite, à chaque fois génocidaire, à chaque fois. Ça part de la libération des rois et des églises. Les marchands, en Hollande d'abord, s'émancipent de Philippe II d'Espagne, se libèrent de cette contrainte. Le roi tenait les marchands. Dans l'Ancien Régime, moi j'ai pas appris ça à l'école. Dans l'Ancien Régime, c'était pendant des siècles, les rois tenaient les marchands. On savait qu'on avait à craindre des marchands. Depuis des millénaires, on savait qu'on a à craindre des marchands. Et le roi et la religion empêchaient les marchands de sévir, empêchaient les marchands de mal faire. Et quand les marchands, intrigants avec tout cet argent qu'ils accumulaient, intrigants pour avoir le pouvoir politique, arrivent à prendre le pouvoir politique, c'est 1789 chez nous, hein. C'est avant en Hollande, puis en Angleterre, puis chez nous, puis aux États-Unis. Quand les marchands s'émancipent des princes et de la religion, ils se disent libéraux et ils peuvent enfin devenir esclavagistes et génocidaires. Esclavagistes raciaux. L'esclavagisme, c'est pas, on n'a pas attendu les marchands pour l'esclavagisme, hein, mais esclavagistes raciaux, c'est-à-dire qu'une race, les libéraux institutionnalisent un esclavagisme dont on ne sort pas de père en fils, on sera esclave et il n'y a plus d'émancipation. Il n'y a plus d'émancipation avec des codes qui contraignent terriblement les maîtres. Les maîtres esclavagistes doivent arracher eux-mêmes l'œil de l'esclave fugitif. On les mouille, il y a un système esclavagiste qui fait que les maîtres ne peuvent même pas enseigner, ne peuvent pas éduquer leurs esclaves. Il est très 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 important pour les systèmes libéraux que les esclaves restent incultes. Et donc, les Hollandais, se libérant de la tutelle, de la limite de leur pouvoir, qu'était le roi d'Espagne, Philippe II d'Espagne, deviennent
libéraux, et se mettent à coloniser, donc ce sont à esclavagiser et à génocider l'Afrique. Il faudrait prendre une demi-heure pour parler de ce bouquin, mais essentiellement, on y trouve le détail de la vie et des paroles monstrueuses des prétendus libéraux. Et on fait le lien avec le salariat aujourd'hui. Les prétendus libéraux aujourd'hui ne peuvent plus nous traiter comme ils traitaient les esclaves il y a un siècle. Mais on a toujours cette même double pensée, cette hypocrisie majeure au centre de leur pensée. Ces gens-là sont libéraux pour eux et esclavagistes pour les autres. Mais il faut regarder aux icônes, quoi, hein, les Locke, les Adam Smith, les Sieyès. C'est incroyable, Sieyès, c'est le penseur qui a imaginé nos institutions. C'est incroyable, ce que ce gars-là a écrit, c'est incroyable. Sieyès, le libéral français, projette de croiser des singes et des noirs pour créer une race de singes anthropomorphes au service des hommes. C'est incroyable. Et écoutez, j'ouvre les guillemets, Sieyès, hein, une icône, on est censé admirer ce mec, un penseur du gouvernement représentatif, gna gna gna. Ouvrez les guillemets. Quelque extraordinaire, quelque immoral que cette idée puisse paraître au premier coup d'œil, je l'ai médité longtemps, et vous ne trouverez pas d'autre moyen dans une grande nation, surtout dans les pays très chauds et très froids, de concilier les directeurs des travaux avec de simples instruments de labeur. Ce qu'il veut faire, c'est croiser des singes, par exemple orang-outans, et des nègres, afin de créer des êtres domestiques adaptés au travail servile. Les nouvelles races de singes anthropomorphes. Franklin dénonce la médecine qui sauve les vies des pauvres, dont la moitié sont inutiles et la moitié sont perfides pour Franklin. Franklin, esclavagiste. Franklin, c'est une icône du libéralisme, une icône américaine. Tocqueville, qui rêve de se débarrasser de la canaille pénitentiaire comme on se débarrasse de rats dans un grand incendie. Ouvrez les guillemets de Tocqueville, c'est la philanthropie de Paris qui nous tue. Putain, c'est affreux, 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 affreux. C'est des monstres expropriateurs, c'est des gens qui ont chassé les pauvres des communs, qui se sont appropriés tous les communs, avant que le libéralisme n'advienne, avant que les marchands prennent le pouvoir. Il y avait des communs, il y avait des tas de communs, il y avait des tas de propriétés, des forêts communes, des champs communs, l'eau était commune, il y avait des tas de choses communes. Les marchands se sont appropriés les communs, créant des guerres civiles, des insurrections, les gens n'étaient pas d'accord, puis les gens se sont fait exterminer. Et aujourd'hui on dit les marchands, ils veulent tout marchandiser, mais c'est un vieux processus colonial. Les marchands nous colonisent. Et moi qui suis athée complètement et même hostile aux églises en général, pas aux croyances, les gens croient bien ce qu'ils veulent, mais les églises me paraissent être des outils de domination. Je reconsidère ma pensée, hein, quand j'écoute Guillemin, je reconsidère ma pensée parce que Jésus chassant les marchands du temple, et depuis toujours l'Église, avec toutes ces perversions et toutes les critiques qu'on peut en faire, empêchait les marchands de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à l'état ancien. Et si on veut se débarrasser de l'empire marchand, de l'empire esclavagiste, qui finira en camp de travail, hein, ça finira, et à Auschwitz, les multinationales faisaient travailler les déportés, gratuits, et sans aucun remords. Hein. Donc c'est arrivé, ça recommencera. Hein. Ne croyez pas, avant, en 1939, personne ne croyait à la guerre. Hein. Il y avait quelques Cassandres qui disaient on va à la guerre, on ne les croyait pas. Vous ne croyez pas à la guerre, mais comme nos parents, on va la voir, les marchands vont nous... C'est les marchands qui font faire la guerre, hein. C'est les banquiers qui font faire la guerre. C'est les banquiers qui veulent la guerre, qui la financent et qui s'engraissent avec, qui s'enrichissent comme jamais. C'est pas eux qui la font. Ils nous la font faire. Ça va recommencer, hein. On ne s'en débarrassera pas sans constitution. Et il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Ces deux livres-là vont vous... Enfin, normalement, ça devrait vous transformer. Moi, ça me change, ça donne des armes pour résister.
troisième bouquin, alors ça aussi c'est bouleversant au dernier degré. Losurdo, Domenico Losurdo, un Italien, Contre-histoire du libéralisme. J'ai plusieurs contre-histoires du libéralisme à la maison, celle-là est vraiment décapante au possible. Depuis 8 ans que je travaille sur les institutions, sur à la fois notre émancipation économique et notre émancipation juridique, qui donne une émancipation politique. J'ai beaucoup travaillé je travaille beaucoup sur Tocqueville, sur Hobbes, sur Locke, sur les fondateurs du libéralisme et sur leur discours sur la liberté. Ce que fait Losurdo, c'est qu'il reprend chacun de ces grands auteurs, les uns après les autres, et il questionne qu'est-ce que c'est que ces libéraux qui nous chantent des airs superbes sur la liberté, sur la résistance au despotisme, à la nécessaire liberté de chacun, et qui sont tous esclavagistes. Tous les penseurs libéraux étaient libéraux pour eux, pour le peuple libre, comme ils disent, avec comme toile de fond l'esclavage pour le reste de l'humanité, l'esclavage et le génocide. Alors il explique, ça commence avec Grotius en Hollande, aux Pays-Bas. Dès que les marchands s'émancipent des rois, alors on a les Hollandais qui se libèrent de Philippe II d'Espagne, et qui donc peuvent développer l'idée libérale entre guillemets, et qui aussitôt se mettent à coloniser l'Afrique avec génocide et esclavagisme. Esclavagisme racial. L'esclavagisme, c'est une vieille histoire de l'humanité. Mais l'esclavagisme racial, en suivant Losurdo, bon, à vérifier, hein, j'imagine peut-être qu'il peut se tromper ce gars-là. Hein, comme d'habitude, quand je lis, je vais recouper, j'arrête pas de les tramer les bouquins, j'en fais un tissu hein, en les recoupant les uns les autres. Mais c'est extrêmement bien documenté. C'est très très documenté ce qu'il raconte. Les Hollandais les premiers, dès qu'ils sont libérés d'un roi qui, de façon absolue, les empêchait de mal faire, aussitôt, ils se libèrent sous un drapeau libéral, soi-disant, qui consiste à se libérer, eux, au prix de l'esclavage de tous les autres. Et d'un génocide, c'est-à-dire d'un écrabouillement, d'un massacre général des pays dont ils ont décidé de s'emparer. Ensuite, quand Guillaume d'Orange, qui est un Hollandais qui devient roi d'Angleterre, parce que entre les couronnes royales, ils étaient consanguins et s'échangeaient et faisaient leurs relations familiales pour conserver le pouvoir. Je ne développe pas ça, mais en tout cas, Guillaume II, qui était un Hollandais, devient roi d'Angleterre et emporte avec lui le libéralisme. Et les massacres des Irlandais, génocide, alors ça avait commencé avec Cromwell, mais le libéralisme anglais est devenu lui aussi génocidaire et esclavagiste racial. Et quand ils sont partis ensuite coloniser les États-Unis, à nouveau génocide, cette fois-ci des peaux rouges, qui sont traités comme les Irlandais, l'horreur absolue. Tout ça au nom du libéralisme, hein, avec, je répète, les plus beaux chants pour la liberté humaine qu'on ait jamais écrits, hein, les mêmes. Alors, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que, moi je suis bien sûr sensible à ces chants de liberté que je trouve très beaux. Je voudrais juste faire attention, c'est à se méfier des escrocs, quoi, à se méfier de ceux qui ont des chants de liberté et qui en fait sont au fond des choses des esclavagistes. Je ne développe pas plus, lui aussi je le trouve complètement bouleversant. En fait, le salariat très souvent semble être une version dégradée de l'esclavagisme, mais à peine parfois. Hein. En même temps, je lis, tous les matins, je me lis un peu de Germinal. Ça me calme pas ce truc-là, hein, parce que... Et puis, je lis aussi Congo, qui est un... Alors, j'ai oublié de l'apporter, celui-là. Et c'est un quatrième que j'aurais voulu vous montrer. C'est un Belge qui a écrit ça, qui est remarquablement écrit. C'est un écrivain, c'est écrit avec beaucoup de finesse. Donc c'est très très agréable à lire.
Sauf quand c'est absolument révoltant, l'histoire de ce que les Belges ont fait au Congo, enfin de ce que Léopold II a fait au Congo. En fait, dès qu'un pouvoir est hors limite, c'est la cata pour tout le monde, quoi, hein. Je veux dire, donc c'est très 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 important que nous apprenions, alors si on n'apprend pas à l'école, il faut qu'on se l'apprenne entre nous, que nous apprenions à limiter ces fichus pouvoirs. On a beaucoup à craindre de pouvoir sans limite. Or, ce qui est en train de se mettre en place en ce moment, c'est une autonomisation des pouvoirs. Les pouvoirs ont une tendance naturelle à s'autonomiser. Et là, en ce moment, ils sont en train de s'autonomiser complètement. Bien sûr qu'il va falloir qu'on se bagarre contre le traité transatlantique, qui est une saloperie sans nom, qui est une trahison éhontée. Nos élus nous trahissent. Ils pactisent en secret contre nous. Ok. Bien sûr qu'il faudra se battre contre ça. Mais le traité transatlantique, c'est qu'une conséquence. Il faudrait absolument et urgemment, admettons en parallèle, je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre contre le traité transatlantique, mais si on se bat que contre le traité transatlantique, ça va continuer. Le jour où nous serons assez nombreux à être constituants, à nous être entraînés pour écrire une constitution, c'est-à-dire qu'on a compris comment ça marche, on sait qu'il faut diviser les pouvoirs, qu'il faut des mandats courts non renouvelables, qu'il faut contrôler les gens, qu'il faut se méfier surtout des exécutifs et des forces armées. Il faut qu'on garde l'initiative de la loi. Une fois qu'on sera très nombreux à avoir compris ça, on se débarrassera tout naturellement du capitalisme. Parce qu'il me semble que le moteur, ce qui rend possible le capitalisme, c'est le gouvernement représentatif. Il y avait des tas de germes du capitalisme depuis la nuit des temps, surtout depuis que nous avions adopté le type de monnaie que nous avons, une monnaie privée, donc avec des banques privées qui créent la monnaie, rare, chère, qui garde sa valeur. Cette monnaie-là qui nous effraie parce que nous sommes constamment tenaillés par la peur de manquer. Ce type de monnaie-là induit par la peur de manquer la cruauté, la cupidité, toutes sortes de mots qui ont précédé le gouvernement représentatif. Donc, et le capitalisme, qui est cette manie, cette possibilité de faire de l'argent avec de l'argent au détriment pour quelques-uns, au détriment de toute la société, ça existait avant le gouvernement représentatif, mais ce qui s'est passé pendant cette première période avant le 18e, c'est que les grands marchands, et notamment les marchands d'argent, les usuriers, qui aspiraient à avoir le pouvoir, mais qui n'avaient pas le pouvoir politique. Ils avaient un pouvoir économique, mais pas le pouvoir politique. Avaient contre eux le roi, la monarchie absolue, et les clergés, l'Église, qui interdisait l'usure et qui n'aimaient pas les marchands. Depuis qu'ils avaient chassé les marchands du temple, depuis que Jésus avait chassé les marchands du temple, c'était une vieille affaire. Les humains savent depuis longtemps qu'ils ont à craindre des marchands ayant pris le contrôle de la politique. Donc ils bouillaient d'avoir le pouvoir, mais ils ne l'avaient pas. Donc il n'y avait pas on ne peut pas, je crois, appeler le capitalisme. On ne peut pas appeler capitalisme le régime qu'il y avait avant les révolutions bourgeoises en Angleterre, en France et aux États-Unis, parce que les marchands étaient tenaillés. Il y a vraiment un fait historique que je trouve très important pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est celui-là. Dans l'Ancien Régime, la police du roi empêchait les marchands d'entrer sur les marchés. On se méfiait donc des marchands, et à l'époque on ne mangeait pas beaucoup de viande, on mangeait surtout du pain, et donc c'était très important le moment où on échangeait le blé pour faire la farine, et un des rôles principaux de la police du roi, c'était d'assurer les subsistances. Comment ? En empêchant les marchands de se présenter les premiers sur les marchés, de rafler avec leur argent tout le blé, en créant une rareté immédiate, une rareté complète, et cette rareté entraînant la hausse des prix, et ensuite relâchant au compte-gouttes le blé pour se faire des fortunes pendant que le reste de la société crève de faim. C'est pour ça qu'on se protège des marchands, c'est parce que les marchands, on les appelle les accapareurs, ou les spéculateurs, ou les agioteurs, ces gens-là raflent tout ce dont nous avons besoin, et ensuite, une fois que les prix ont monté, c'est menacé par la famine que nous sommes obligés de leur donner tout l'argent qui ensuite nous manque à tout propos. Bon, en tout cas, c'était le roi qui protégeait la société contre les marchands.
Et une des premières expériences libérales, une vingtaine d'années, une trentaine d'années avant la Révolution française, c'était 1774-75, je crois. Turgot, un ministre physiocrate s'appelait, mais c'était en fait l'ancêtre des libéraux, a décidé de supprimer la police du roi. Enfin, pas de l'empêcher de jouer son rôle d'interdiction. Et donc les marchands sont entrés sur les marchés, ils ont raflé tout, et ça a entraîné des famines et des émeutes. Et quand les émissaires revenaient auprès de Turgot pour lui dire « Monseigneur, les gens meurent de faim, un homme seul ne peut plus nourrir sa famille », vous allez voir comme ça ressemble à aujourd'hui. La réaction de Turgot, c'est « mais c'est normal qu'un homme seul ne puisse pas nourrir sa famille, il faut faire travailler toute la famille, il faut que les femmes travaillent, les enfants travaillent ». Et le libéralisme, c'est ça, c'est la mise aux travaux forcés, la mise au travail de toute la société. Mais ça n'a été possible qu'au moment de la Révolution française. Ce qui a rendu possible, ce qui a littéralement déchaîné, retiré leur chaîne aux marchands, ce sont les révolutions qu'on nous présente à l'école comme des révolutions démocratiques, alors qu'en fait ce sont des révolutions bourgeoises, marchandes, et où les marchands ont obtenu quelque chose qui est catastrophique pour nous, c'est la possibilité d'écrire les lois. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Avant, les marchands n'écrivaient pas les lois. Les marchands avaient un pouvoir économique, ils avaient de l'influence évidemment, mais ils n'étaient pas tout puissants. Ce qui est terrible avec 1789, c'est que bon, ils ont agité le peuple avant de s'en servir, c'est comme ça que disait Talleyrand, il faut agiter le peuple avant de s'en servir. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils l'ont affamé, le peuple s'est révolté par la rupture du contrat entre le roi et le peuple, a renversé le roi, le clergé. Et ce qu'ils ont fait qui était nouveau dans l'histoire des hommes, c'est qu'ils ont écrit une constitution. C'est donc ce sommet qui décide de toute la pyramide. Et dans cette constitution, ils ont décidé que le mode de désignation, la procédure de désignation des acteurs politiques allait être l'élection. Or, l'élection, et c'est ce chantier que je voudrais voir avec vous, or, l'élection permet aux riches, les plus riches du moment, d'aider les candidats, de les faire gagner les élections. Et ces candidats qui ont gagné les élections en ayant été aidés, sont donc débiteurs de ceux qui les ont aidés, et qui les aideront à gagner, à être réélus après, débiteurs et donc serviteurs. Et tout est là, en fait. La corruption politique, elle tient à cette caractéristique de l'élection, que je garde en dernier point, on en reparlera si vous voulez.